Donc, la députée qui va intervenir maintenant est une jeune députée puisqu'elle a été élue l'année dernière en déboulonnant un macroniste là, sur la première circo de Lyon. Elle se présente elle-même comme une députée de combat et elle met un point d'honneur à mériter ce titre avec toutes les luttes qu'elle mène et donc elle va vous parler sûrement maintenant. Je précise juste qu'avant d'être élue, Anaïs a été la secrétaire générale de la campagne présidentielle de 2022, ce qui n'est pas une petite affaire. Et elle a aussi été dans l'équipe de campagne des européennes. Donc en matière de combat électoral, elle connaît. Anaïs. Merci. Merci. Bonjour à toutes, plutôt bonsoir à toutes et tous. C'est un vrai plaisir d'être parmi vous ce soir à Chambéry. Alors, je vais essayer de faire avec la petite table et les petites notes que j'ai. Parce que moi, je n'ai pas encore l'expérience pour faire des discours comme ça. Donc, je vais quand même un peu regarder mes feuilles. Mais en tout cas, ça n'enlève pas tout le plaisir que j'ai d'être avec vous ce soir. C'est un de mes premiers meetings, réunions publiques. Déjà, merci aux camarades qui ont organisé cette réunion publique, qui ont fait en sorte de tracter, de coller, d'informer pour que vous soyez aussi nombreux dans cette salle. Bien évidemment, merci aux organisateurs, aux services d'ordre, aux services d'accueil pour la mise en place de la salle. Sans vous, ces événements ne sont pas possibles. Donc, merci du fond du cœur. Je voulais avoir une pensée particulière à Jean-François, qui nous a donc invités avec Manu, et vous dire ô combien vous avez de la chance d'avoir un député de combat, un député déterminé comme Jean-François, et surtout un député très drôle. Et ça, on en a besoin à l'Assemblée nationale, parce que je vous prie de croire qu'on ne rit pas beaucoup avec les macronistes et l'extrême droite. Vous le savez, on a besoin donc de toutes les énergies, de toute la détermination pour mettre fin au macronisme et pour faire en sorte que l'extrême droite ne gouverne pas notre pays. Ça fait 10 mois que je suis élue à l'Assemblée nationale, mes collègues l'ont rappelé, et j'ai vu toutes les manœuvres utilisées pour nous faire taire, pour nous mettre la pression. Mais comme vous, dans cette salle, nous avons la tête dure et nous sommes déterminés à dire stop à toutes les intimidations, à toutes les diffamations, parce que c'est nous le peuple, c'est nous l'unité du peuple et c'est nous qui vaincrons à la fin. Nous, on sait pourquoi on est là et on sait pour qui on est là. Je viens de le dire, pour l'unité du peuple. Par contre, des personnes qui ne savent pas pourquoi ils sont là, c'est clairement les macronistes. Déjà, on ne les voit pas beaucoup à l'Assemblée nationale. Et quand ils sont là, on les voit errer, ne sachant pas où ils vont, ne sachant pas ce qu'ils défendent. Mais pourtant, ces gens sont quand même assez hallucinants, parce qu'ils sont toujours, comment dire sans être trop méchante, ils sont toujours remplis d'énormément de certitudes, d'arrogance, de dogmes. Et je peux vous dire, la dernière fois en commission, je disais, et je vais lire exactement les phrases que j'ai dites, comme ça vous allez me dire si je dépasse les bornes. 8 années de macronisme ont laissé un pays fracturé. La pauvreté gagne du terrain, le chômage s'installe, l'ubérisation transforme des millions de travailleuses et de travailleurs en forçats modernes, sans droit ni protection. Je crois qu'en réalité, oui, c'est ce qui se passe dans notre pays. Mais bon, le macroniste qui était en face de moi s'est mis à gesticuler dans tous les sens en me disant « Mais vous dites n'importe quoi. » Pardon ? Pardon, ces gens ne voient pas la manière dont ils ont saccagé notre pays. Ils ne voient pas la manière dont ils ont installé une crise sociale durable dans notre pays. Et comment ils peuvent tolérer le fait qu'il y ait des enfants qui aillent le ventre vide à l'école ? Comment ces gens-là tolèrent que des travailleurs dorment dans leur voiture? Comment ils peuvent tolérer que des retraités choisissent entre se loger ou se soigner? Voilà la réalité de ce qu'ils ont fait. Ils ont toujours donné aux plus riches de notre pays, oubliant l'ensemble de la population les plus précaires. Et donc la Macronie préfère toujours donner aux plus riches de notre pays, et donc le résultat c'est quoi? Moi je vais vous dire, c'est 10% des plus riches qui détiennent plus de la moitié des richesses nationales. Voilà ce qu'a fait 8 ans de Macronie. Et pourtant, on l'a vu dans l'exercice du budget, on a quand même essayé de faire en sorte d'être présent, contrairement aux macronistes qui avaient sûrement aquaponné pendant ce budget.
on a fait en sorte de travailler sur des mesures de justice sociale, de travailler sur des mesures qui faisaient reposer, en réalité, les recettes sur l'ensemble de la population. Et, par exemple, on pourrait s'attaquer à quelque chose qui s'appelle l'évasion fiscale. L'évasion fiscale, en gros, c'est 80 milliards d'euros qui est donné comme ça aux grandes entreprises et aux particuliers qui sont des milliardaires. Et c'est des recettes qui ne viennent pas dans les caisses de l'État. Voilà, ça c'est la politique d'Emmanuel Macron. Et à titre de comparaison, par exemple, il faudrait environ 7 milliards d'euros par an pour augmenter le budget de 5% des hôpitaux publics. Et il faudrait ces 7 milliards d'euros aussi pour augmenter le budget, mais aussi pour embaucher. Voilà ce que pourrait permettre d'aller rechercher cette recette fiscale. Et je voulais vous donner un autre chiffre. Par exemple, ces 14 milliards d'euros par an, ça pourrait permettre d'augmenter le RSA. Ça pourrait permettre de l'étendre aux 18-25 ans. Et pour sortir de la précarité, de la pauvreté, nous, on a des propositions. Par exemple, en ce qui concerne la pauvreté des plus jeunes, on avait proposé la garantie jeune. Ça permettait d'avoir un montant par mois pour les jeunes, pour que cessent ces fils qu'on a vus à l'aide alimentaire de ces jeunes qui, à la fois font des études, à la fois travaillent pour payer les études et qui doivent faire des choix comme nos retraités pour se loger ou pour se soigner ou pour acheter des bouquins. Voilà la triste réalité aujourd'hui dans notre pays. Et je voulais vous parler d'une chose qui me semblait intéressante et c'est une notion assez particulière, ça s'appelle la privation matérielle et sociale. En réalité, cette notion, elle est peu connue et peu utilisée, mais elle est assez représentative de ce qu'est en réalité l'état social dans lequel est notre société. La privation matérielle, c'est lorsque vous vous privez d'un certain nombre de choses par manque de moyens, par manque de ressources financières. Et pour vous donner quelques éléments, par exemple, c'est 1/3 des ménages en France qui ne peuvent pas faire face à des dépenses qu'ils n'avaient pas prévues. Par exemple, c'est 1/4 des ménages qui ne peuvent pas partir une semaine en vacances par an. Et ça concerne 1 million d'enfants, en réalité, qui ne peuvent pas partir en vacances parce que leurs parents n'ont pas les moyens. Et ceux qui se privent dans notre pays, ce sont toujours les plus précaires. Ce sont aussi les classes moyennes, mais force est de constater que les classes moyennes, aujourd'hui, elles n'existent presque plus. Parce qu'ils ont tellement précarisé les gens, qu'ils ont tellement creusé les inégalités, qu'il y a d'un côté les plus riches et de l'autre les plus pauvres. Et face à ça, nous, à la France Insoumise, nous avons fait des propositions pour augmenter le pouvoir d'achat, pour augmenter les conditions de vie des gens, l'augmentation du SMIC à 1 600 € net. Voilà des propositions que nous avons faites. Trop cher à la poubelle, tant pis. Voilà ce qu'on nous a dit. Bloquer les prix des produits de première nécessité. Trop cher, tant pis, poubelle. Et c'est ça la réalité de ce que font ces gens. C'est que nous, on est force de proposition. On veut éradiquer la pauvreté dans notre pays. On veut faire en sorte que les gens vivent dignement. Et ces gens, les macronistes et l'extrême droite qui ont exactement le même projet, ne veulent pas puisqu'ils veulent garder cette élite, garder leurs privilèges. Et moi, je peux vous dire qu'il y a une autre chose qui nous empêche d'avancer dans notre pays et qui entretient la précarité. C'est la crise du logement que nous sommes en train de vivre. Que ce soit à Lyon, dans ma circonscription, que ce soit n'importe où je me déplace dans le pays, une des premières choses qu'on vient me dire, après bien sûr les questions de pouvoir d'achat, c'est le logement. Aujourd'hui, en France, c'est 350 000 personnes qui sont sans abri. Alors, j'entends encore en 2017 Macron nous dire « Plus personne ne dormira à la rue ». Ah bon ? Cette année, il y a 855 personnes qui sont mortes dans la rue. Parmi elles, 19 enfants de moins de 4 ans. C'est ça la réalité de notre pays, c'est ça la réalité de leur politique. Et comment peut-on accepter que chaque soir, il y ait 2043 enfants qui dorment à la rue, faute de place dans des centres d'hébergement d'urgence? Voici ce qui se passe dans notre pays. Et à votre avis, que font les macronistes face à ça? Ils se disent, bon, on va réinvestir, on va construire. Non, rien de tout ça.
dans le projet de loi de finances 2025, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont baissé le budget du logement. Voilà ce qu'ils ont fait. Et en plus de ça, toutes les semaines à l'Assemblée nationale, on voit fleurir, comme des petits champignons, des propositions de loi qui sont en réalité des mesurettes sur la question du logement. Et je peux vous dire qu'en réalité, ça fait 10 mois que je suis là, mais je commence réellement à être agacée. En réalité, agacée par leur manque d'ambition, leur manque de vision politique, leur manque de volonté de vouloir résoudre la crise du logement dans notre pays. Et la semaine prochaine, on en a encore une proposition de loi sur le logement. Et là, c'est pour favoriser l'accès au logement des travailleurs des services publics. Bon, jusque-là, je pense qu'on est tous d'accord. Il n'y a pas de problème. Mais quand on regarde la proposition de loi et ce qu'écrivent les macronistes dedans, ils disent qu'il y a une crise d'attractivité des services publics. Mais la crise, c'est eux qui l'ont provoquée. En ne considérant pas le point d'indice des fonctionnaires, en dégradant toujours encore plus nos services publics et les conditions de travail de nos agents. Et là, ils écrivent tranquillement « crise d'attractivité », sans se poser une fois la question de pourquoi il y a cette crise d'attractivité dans notre pays. Et ils viennent nous dire aussi, voilà, il faut que les agents puissent vivre à proximité de leur lieu de travail. D'accord ? Mais ça aurait pu être bien de le considérer avant de supprimer l'ensemble des services publics sur nos territoires. Ça aurait été bien de le considérer avant de couper tous les budgets pour nos services publics qui sont nos biens communs. Et c'est pour ça que je suis très fière d'appartenir au groupe de la France Insoumise, parce que sous la précédente législature, il y a Danielle Obono, notre collègue, qui a déposé une proposition de loi sur cette question. Elle propose de réouvrir les services publics et les accueils physiques des services publics, parce que nos services publics sont notre bien commun, c'est la condition de l'égalité de toutes et tous. Vous l'avez compris, cette proposition de loi, bon, c'est ras des pâquerettes. C'est d'autant plus ras des pâquerettes parce que nous, à la France Insoumise, on ne considère pas qu'il y a une priorité sur les publics dans l'accueil, sur le droit au logement. Parce que lorsque vous commencez à hiérarchiser les publics, les agents publics, et puis ensuite ça va être un tel, et puis ensuite ça va être un tel, et bien ça met à mal l'objectif, la notion même du droit au logement, qui est un droit universel et inconditionnel. Et c'est ce que cherchent à faire ces macronistes, avec ces petites mesurettes, c'est porter un coup au droit au logement. Mais ce que ne comprennent pas ces gens, c'est que le droit au logement, ce n'est pas simplement un toit. C'est la condition préalable à tous les autres droits, celui à l'emploi, à l'éducation, à la santé. Parce que sans toit, il est difficile de se relever. Il est difficile de sortir de la précarité. Il est difficile d'engager une nouvelle phase de sa vie. Et ça, ils ne le comprennent pas. Mais nous l'avons compris. Nous avons compris que le logement était la condition préalable à toute dignité humaine. C'est pour cela qu'on est force de proposition sur cette question. Alors vous allez me dire, oui, on va augmenter le budget du logement dans notre pays. Oui, on va construire 200 000 logements sociaux et pas les 80 000 que le gouvernement fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est 3 millions de concitoyens qui sont en attente d'un logement social dans notre pays. On va aussi encadrer et étendre l'encadrement des loyers. On va aussi réquisitionner les logements vacants et les bureaux vacants. On va ouvrir des places d'hébergement d'urgence et on va faire en sorte que toutes et tous aient un toit. Parce qu'un toit, c'est un droit, c'est un toit. Un toit, c'est un droit. Et voici donc les propositions que nous, on fait à la France Insoumise. Et quand je vous parlais tout à l'heure des petites lois bien connues des macronistes sur la question du logement, donc il y a évidemment les mesurettes. Et puis il y a une loi qui a apporté un coup important au droit du logement. C'est la loi Kasbarian-Berger, la loi dite anti-squat. Et cette loi, elle a provoqué une augmentation de 20% des expulsions locatives.
C'est cette année, à la fin de la trêve hivernale, 24 000 ménages qui ont été expulsés par le concours de la force publique et sans relogement. C'est 24 000 familles qui sont à la rue, qui sont dans une détresse. Et pourquoi ils avaient fait cette loi? Parce qu'on peut se demander pourquoi ils avaient fait cette loi. Alors ils nous avaient dit à l'époque, c'est pour protéger les petits propriétaires. Moi j'aurais envie de savoir qui sont les petits propriétaires en réalité. Je crois que évidemment c'est les 3,5% de personnes qui détiennent 50% du parc. Voilà qui sont ces petits propriétaires et voilà qui les macronistes souhaitent en réalité protéger. Mais ces gens, quand ils font ces lois, puisqu'ils sont pleins d'arrogance, ils sont en train de nous dire « mais c'est pour faire en sorte de mettre en place la justice sociale dans notre pays ». Ah bon? Enfin, parce que, alors, on va faire tous ensemble un point de définition, parce que je pense qu'on n'a pas la même définition, eux et nous, sur la justice sociale, parce que ça me dépasse. En fait, la justice sociale, c'est s'assurer que tout le monde dispose d'un logement digne, abordable et accessible. La justice sociale, c'est permettre de se loger, de se nourrir, de se soigner. La justice sociale, c'est répartir les richesses. C'est faire contribuer tout le monde à l'effort collectif. En commençant bien sûr par les plus riches de notre pays, à qui Macron a fait des cadeaux pendant 8 ans. La justice sociale, ça n'est pas expulser à la rue les plus précaires. Nous devons continuer à lutter contre ces fossoyeurs de la démocratie. Nous devons lutter pour la justice sociale, lutter pour l'égalité. L'urgence sociale, en réalité, elle est là. Et face à ça, vous trouverez toujours un insoumis, une insoumise en travers de cette route pour se battre contre la régression et pour l'égalité des droits. Et je vais terminer avec une phrase. C'est l'égalité des droits, ce n'est pas une faveur qu'on accorde, c'est une exigence républicaine. Je vous remercie.